Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le sommet de la CEDEAO sur le Niger a pris fin dans la capitale du Nigeria. Le président de la République, Alassane Ouattara, était à cette rencontre des dirigeants ouest-africains à Abuja. Toutes les options sont toujours sur la table, y compris l'usage de la force en dernier recours. C'est ce qu'a déclaré le président nigérien Bola Tinubu, président en exercice de la CEDEAO. Le 5e pont d'Abidjan est fin prêt, il sera bientôt mis en service. Un investissement de 113 milliards de francs CFA pour réaliser ce pont à Oban. Un soulagement pour les usagers des communes de Cocody et du Plateau. Dans ce journal, nous allons découvrir ensemble cet ouvrage. Et c'est aujourd'hui qu'a démarré le dépôt des dossiers de candidature pour les élections sénatoriales. La Chambre haute du Parlement ivoirien sera renouvelée le 16 septembre 2023. Les candidats ont jusqu'au 17 août pour faire acte de candidature. Le président de la CEI appelle au respect des délais. Les drapeaux toujours en berne, le deuil national après le décès du président Bédié se poursuit dans le sud Comoé à Koukourand-Doumi. C'est aussi la tristesse dans cette localité d'où était originaire son épouse Henriette Bédié. Les populations encore sous le choc. Le président de la République est de retour d'Abuja au Nigeria. Alassane Ouattara a pris part au sommet extraordinaire de la CEDEAO. Les dirigeants des pays d'Afrique de l'Ouest opposés au coup d'État au Niger se sont réunis pour prendre des décisions. Ici à Abidjan, le chef de l'État fait le point de cette rencontre avec ses pairs dans la capitale nigériane. Des détails dans nos différents journaux et toutes les options, il faut le retenir, sont toujours sur la table, y compris l'usage de la force en dernier recours. C'est ce qu'a déclaré Bola Tinubu, le président du Nigeria et président en exercice de l'organisation ouest-africaine. L'option militaire n'est donc pas écartée. D'ailleurs, la force d'intervention de la CEDEAO est activée. Après 4 années de travaux, le pont de Cocody est fin prêt. Ce 5e pont d'Abidjan sera bientôt inauguré. 113 milliards de francs CFA d'investissement, un soulagement pour les usagers des communes de Cocody et du Plateau. Dans cet élément de Mahama Traoré, allons à la découverte de l'ouvrage. Paris et sa célèbre tour Eiffel. New York et sa statue de la liberté. Dakar et son monument de la Renaissance africaine. Et pourquoi pas désormais ce pont à Oban comme symbole d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Fièrement dressé au-dessus de la baie de Cocody, l'ouvrage sublime de par son architecture et charme les usagers de la corniche. Au point où Aïssata décide de marquer un arrêt pour le contempler. Séance photo à l'appui. Je suis très heureuse. C'est pour ça que je suis venue faire ce petit show-là. Je suis très fière d'être sur le pont et j'ai inauguré avant tout le monde. Aïssata est une privilégiée car bon nombre d'usagers sont impatients de pratiquer la chaussée du pont de Cocody. Oui, vraiment, nous sommes pressés de pouvoir l'utiliser pour éviter de faire le tour par la corniche. Il nous permet directement de relier le centre des affaires en passant par Cocody, éviter les embouteillages et tout. Tu vois Plateau, c'est-à-dire à 2 pas de tes yeux, mais tu n'arrives pas à en franchir comme il se doit. Donc vraiment, c'est énervant. Ce petit tronçon, j'ai l'habitude de le prendre, mais il y a toujours des ralentissements vers le bas. Et c'est vraiment désagréable pour nous, en tout cas. Voilà, donc je pense que ce pont-là, c'est un soulagement. Selon les prévisions, ce pont connaîtra en moyenne un trafic de 35 000 véhicules au quotidien, avec un avantage de taille. Seulement 4 minutes pour rallier le carrefour du lycée classique de Cocody au ministère de l'Intérieur au Plateau. À la différence des ponts Félix Houphouët-Boigny, Général de Gaulle ou Henri Konan Bédié dont les tabliers reposent sur des piles, ce 5e se distingue de manière esthétique. Il est notamment tenu par des haubans, ces gaines blanches à l'intérieur desquelles se trouvent des câbles fixés à un pylône afin de maintenir et équilibrer le tablier. Tous les tests ont été faits et les câbles qui sont à l'intérieur de ces haubans-là sont de qualité. Nous avons utilisé les meilleurs câbles. Pendant tout le processus de construction, nous sommes assurés, tout le service qualité qui a été mis en place nous assure que le pont aujourd'hui est un pont de qualité qui a été fait et que nous ne courons aucun risque d'effondrement de ce pont. Les experts du chantier rassurent, toutes les précautions ont été prises pour que ce pont résiste à la charge du trafic,
bien malgré son modèle de construction. Un tel ouvrage est supporté par des fondations, et c'est des fondations, on appelle des fondations profondes, des fondations qui vont vraiment en profondeur, et c'est une colonne de béton qui est coulée, donc le LBTP a vérifié l'intégrité de ces différentes colonnes de béton qu'on appelle des pieux, mais aussi le contact sol-béton. Donc le LBTP a fait un certain nombre de tests au niveau de ces différents pieux-là. Lorsque les différents véhicules passent, c'est pour voir la dénivelé entre le passage des différents véhicules. Donc nous avons fait les différentes déflexions sur la chaussée. Nous avons fait aussi ce qu'on appelle l'UNI pour voir un peu le confort de la route. Donc nous avons fait tous ces tests-là avant de pouvoir livrer l'ouvrage aux usagers. Résultat, dans l'ensemble, les tests sont concluants. La durée de vie estimée pour le pont urbain d'Abidjan est de 100 ans. Et nous vous le disions, le président de la République est de retour d'Abuja, au Nigeria. Le président Alassane Ouattara a pris part au sommet extraordinaire de la CEDEAO. Les dirigeants des pays d'Afrique de l'Ouest opposés au coup d'État au Niger se sont réunis pour prendre des décisions. Et ici à Abidjan, le président de la République, accueilli par le vice-président Tchemoko Meliakone et plusieurs membres du gouvernement. Le chef de l'État fait le point de cette rencontre avec ses pairs dans la capitale nigériane. Nous aurons d'autres images et plusieurs informations dans nos différents journaux. Et dans l'actualité politique ce soir, c'est le 16 septembre, les sénatoriales. Ce jeudi, il s'est ouvert le dépôt des candidatures. Une semaine pour ce faire, du 10 au 17 août. Le président de la commission électorale indépendante a visité les stands devant accueillir les potentiels candidats. Ibrahim Koulibaly Kouibière a exhorté ces derniers au respect des délais. Je vous propose de l'écouter. Il est prescrit que les dossiers doivent être déposés 30 jours avant le scrutin. C'est pour cette raison qu'en comptant les 30 jours, c'est à partir du 10 au 17. Nous avons 7 jours pour recevoir les dossiers des candidatures. Alors, c'est l'occasion pour nous ici d'inviter les candidats à venir déposer leur dossier dans le délai régulier. Nous n'avons plus la possibilité de proroger les délais parce que nous n'avons pas suffisamment de temps. Les contraintes légales faisant foi, et nous est imposé de recevoir les dossiers maintenant. Et cela permet à la commission électorale indépendante d'examiner les 10 dossiers sereinement. Alors quand vous les envoyez dans les derniers jours, vous aggravez les charges de la commission électorale indépendante, empêchant celle-ci légalement d'apprécier la conformité des 10 dossiers à la loi. Voilà pourquoi il est bon de le faire maintenant, pour que les uns et les autres puissent avoir leurs dossiers conformes à la loi et aller à des élections apaisées, facilitant la charge aux uns et aux autres. Voilà pourquoi j'exhorte encore une fois de plus les potentiels candidats à venir déposer, pendant qu'il est temps, pendant que les boxes sont vides, de venir déposer leur dossier. Et c'est l'occasion aussi de préciser que quand vous venez déposer tous les dossiers et que vous constatez qu'il y a certaines irrégularités, vous pouvez les rattraper. Mais quand vous venez déposer les dossiers le dernier jour, il est difficile pour la commission de vous inviter à régulariser vos dossiers parce que frappez des forclusions. Et avant les sénatoriales le 16, il y aura les municipales et régionales le 2 septembre. En cette période électorale, le médiateur de la République a lancé une initiative, la charte d'engagement à la paix. Les candidats de Cocody, Makori et Koumassi ont signé le document. Ils s'engagent pour une élection apaisée et rigorée. Ces candidats au municipal de Cocody ont répondu présent à l'appel du médiateur de la République. Chaque candidat appose sa signature sur la charte de bonne conduite en période électorale. Le médiateur de la République sensibilise à la veille des élections. Je voudrais vous inviter à conduire une campagne électorale apaisée et sans violence, où seuls les programmes ou projets de société seront exposés aux électeurs en vue de recueillir leur suffrage. Dans cette perspective, la signature d'une charte d'engagement à la paix nous a paru fondamentale pour les candidats à ces futures élections. Le médiateur de la République a également eu des entretiens avec les candidats de la commune de Koumassi. Ceux-ci disent œuvrer à la paix. Tour à tour, ils ont signé la charte d'engagement à la paix. Place aux candidats de la commune de Makori. Ils sont invités à privilégier le dialogue.
qu'ils approuvent. C'est l'occasion pour moi de saluer le médiateur pour cette entreprise qui est très bien, qui concourt, comme on le dit, à la transparence, à la tranquillité, au bon vivre. Makori est une commune qui a toujours eu une conduite de paix. Donc nous allons continuer dans ce sens. C'est très bien que cette année les choses soient formalisées, que les candidats prennent l'engagement de respecter une charte en 10 points. Nous avons tous une haute idée de la nation, nous avons une haute idée de la commune. Nous veillerons à ce que l'engagement que nous avons pris ici puisse être respecté. Adama Tungara demande aux candidats de tous les camps la responsabilité et la retenue. Faire en sorte que la campagne à Makori soit comme elle a été conduite auparavant, dans la paix, dans la fraternité, pour que cette commune paisible demeure ce qu'elle a toujours été. Sensibiliser avant, pendant et après les élections du 2 septembre prochain est une priorité pour le médiateur de la République qui, à travers ses actions, renforce la paix sociale en tout temps et en tout lieu. Et pour ces élections, le RHDP ne veut pas de candidat dit indépendant. En son sein, le rassemblement des oufouettistes met en garde les militants contre ces candidatures. Et c'est d'ailleurs tenu une réunion extraordinaire du secrétariat exécutif sur la question. Angela Diallo, Sidonie Davila. À 3 semaines des élections municipales et régionales, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP se réunit pour des concertations. Ces concertations en vue de renforcer la sensibilisation contre les candidatures indépendantes. Nous avons relevé donc 3 niveaux de ces candidatures indisciplinées. Il y a des personnes qui ont le profil de candidats frustrés. Il y a des personnes qui ont des profils de candidats aventuriers. Et puis, il y a carrément des candidats qui ont toute l'allure de personnes manipulées. Alors, que ce soit l'un ou l'autre, l'essentiel pour le RHDP, c'est de bien appréhender toutes ces candidatures et faire en sorte que nous puissions d'abord sortir vainqueurs massivement de ces élections, mais deuxièmement que nous tirions donc les leçons de ces processus de candidature, surtout par la démarche que certains candidats indépendants, indisciplinés adoptent vis-à-vis du parti. Plusieurs interpellations du directoire du RHDP ainsi que du président du parti, Alassane Ouattara, ont été faites afin de dissuader les cadres du parti ou les militants sur cette question. Un parti politique est fait pour éduquer les masses, pour former les masses, les aider à avancer. Et si vous êtes un leader politique, vous êtes donc un instructeur. Vous êtes un éducateur. Vous ne pouvez pas être un éducateur indiscipliné. Cela n'existe pas. Donc ce ne sont pas des victoires qui peuvent intéresser le RHDP. Ce qui intéresse le RHDP avec le président Alassane, c'est d'aller à une Côte d'Ivoire rassemblée. C'est bien cela que vous connaissez du RHDP. Donc, candidats indisciplinés, ce sont justement des notions qui nous dérangent. Et nous allons au-delà de l'indiscipline, nous disons que ce sont des candidats de défiance. Et donc, si vous défiez le père, bien évidemment, vous aurez la machine, vous aurez le RHDP face à vous. Le RHDP enregistre 231 candidatures pour les élections locales du 2 septembre prochain. À Yopougon, l'ONG Femmes d'aujourd'hui vient de se doter d'un nouveau siège. Dans ces locaux, les femmes vont apprendre à lire, écrire et surtout seront formées à l'entrepreneuriat. Une initiative que soutient le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Mahama Traoré. Yopougon Port-Boué 2, le président de l'Assemblée nationale accueilli en liesse par les populations. Adama Bictogo est dans ce quartier pour inaugurer le siège de l'ONG Femmes d'aujourd'hui. Selon Kadissi, la présidente de cette ONG, ces modestes locaux vont servir à former les femmes afin de favoriser leur autonomisation et leur épanouissement. C'est la maison de la femme, pour se former, pour apprendre et pour interagir. Donc c'est notre maison à nous toutes. La femme d'aujourd'hui, c'est la femme qui a la tête sur les épaules, c'est la femme polie, c'est la femme émancipée mais qui sait où est sa place. Adama Bictogo dit adhérer à la cause de l'ONG Femmes d'aujourd'hui. Candidat déclaré du RHDP à Yopougon, il prévoit notamment plusieurs actions destinées aux femmes en cas d'élection à la mairie de cette commune. La chance de Yopougon, c'est vous et c'est moi. Et c'est ensemble que nous devons faire valoir cette chance. Au-delà de la politique,
tout ce qui peut permettre à la femme d'avoir une indépendance, une autonomisation, je peux vous assurer de toute ma disponibilité, de tout mon accompagnement. Créée en 2021, l'ONG Femmes d'aujourd'hui a déjà formé et contribué à l'alphabétisation de plusieurs centaines de femmes. Elle mène également des actions sociales et de sensibilisation des jeunes filles contre les grossesses en milieu scolaire. Et les femmes militent aussi pour le respect du quota de 30% dans les organisations et les assemblées élues. Elles sont réunies au sein de différentes organisations de la société civile. Au siège de la commission électorale indépendante, elles en ont parlé avec le bureau de la CEI. On le voit avec Sidonie Davila. Les femmes rêvent d'une application complète de la loi sur le quota de 30% de femmes dans les assemblées élues. Une volonté manifestée et réitérée à la commission électorale indépendante au cours de leur rencontre avec les membres du bureau. Nous étions venus lui dire toute notre reconnaissance par rapport à l'effort qui avait été fait par lui et son institution pour que nous puissions avoir au moins 30% de quota des femmes sur les listes des partis politiques. C'est vrai que les femmes sont sur la liste, elles accompagnent le processus. Nous rêvons d'une application de la loi où les 30% de quotas vont être des femmes qui sont en tête de liste. Donc c'est dans cette perspective-là que nous sommes venus discuter avec la CEI pour voir les dispositions qui sont en cours. La commission électorale indépendante est très heureuse de savoir que les actions qu'elle pose font plaisir aux uns et aux autres. Vous voyez, ce n'est pas toujours qu'on roule la commission électorale dans les brancards. Il y a des moments donnés où on dit du bien de la commission électorale indépendante. Donc il ne pouvait en être autrement, puisque le législateur lui-même il a exprimé sa volonté à travers la loi qui institue 30%. Donc nous, on ne fait qu'appliquer la loi. On fera de sorte que cette application puisse aller de mieux en mieux. Mais en même temps, nous disons à nos braves sœurs et mamans qui sont, on va dire, le socle de la société, de faire de sorte à prendre leur place dans l'arène politique. Donc il est bon que nous soyons ensemble pour déterminer ce qui est nécessaire, ce qui est bon pour la société. Et le législateur l'a bien compris, ce n'est pas la commission qui sera en marge d'une telle prescription. Depuis octobre 2019, en Côte d'Ivoire, ces femmes issues de la société civile, de l'ONG Lead Africain, dans la même dynamique, œuvrent pour un meilleur accès des femmes aux postes de décision depuis 2011. On change de sujet et vous le savez, la Côte d'Ivoire observe jusqu'à demain un deuil national de 10 jours, un hommage à l'ancien président Henri Konan Bédié à Koukou-Randoumi et à Boisseau, le village de son épouse Henriette Bomo Bédié. C'est la consternation. Les populations sont encore sous le choc, dans la douleur. Elles tentent de vaquer à leurs occupations avec le souvenir de celui qu'elles considèrent comme un fils de Koukou-Randoumi. Le reportage de Jeanne Toubé. À 5 km de Boisseau, sur la route qui mène à Yamé, Koukou-Randoumi. Ici, on est solidaire de Henriette Bomo, fille de ce village paisible et de ses enfants. La disparition de son époux, l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, a bouleversé le quotidien dans ce village et plongé les populations dans une profonde affliction. À 3 h du matin, j'entends des bruits, les gens crient, les gens applaudissent. Mais qui est mort dans le village? La matin, ils demandent, on dit c'est Papa Bédié qui me dit quoi? Il était malade, on dit, on ne savait pas, on ne sait pas s'il était malade. En tout cas, ça nous a touché, ça a touché les jeunes du village. Ils n'ont même pas dormi ce jour-là. C'est beau, c'est ici chez lui. Et puis, un soir, on voit à la télévision son décès. Bon, ça fait très mal. Le matin, quand je suis rentré dans le village, il y a un même que j'ai croisé qui dit, on est en deuil. Celui qui nous tenait est parti. J'ai dit, mais qui? Il dit, le président Bédié. En cette période de vacances scolaires où d'ordinaire tout bouge dans ce village qui séduit par sa modernité et sa propreté, rares sont les présences de populations dans les rues bien tracées du village. Il faut se rendre dans les habitations pour réaliser que la vie suit son cours normal, dans le respect de la mémoire de l'illustre disparu. Henri Konan Bédié, au-delà de son statut d'ancien président de la République, était considéré comme fils de Koukou-Randoumi, un digne fils dont la présence dans le village était toujours un moment spécial.
Souvenir des jours heureux. Quand j'étais enfant, papa Bédié venait ici, je lui ai remis une fleur à sa femme, à lui, on était là, il était assis sur la même table avec lui. Vraiment, aujourd'hui, c'est triste. Quand il vient ici, sa femme vient ici, on est tous ensemble. S'il y a tournoi, et puis nos enfants jouent. C'est par les médias que la population et la chefferie du village ont appris la triste nouvelle. L'essentiel pour la population et la chefferie de Koukorandoumi reste, selon elle, que le défunt bénéficie de la reconnaissance de la Côte d'Ivoire entière. On se remet à Dieu parce que c'est un coup dur pour la Côte d'Ivoire, c'est un coup dur pour l'Afrique, c'est un coup dur pour le monde entier, particulièrement pour sa femme. Le président Bédié, c'était un monument. Il incarne vraiment la paix. Nous remercions le président Alassane pour tout ce qu'il fait pour la famille Bédié et tout ce qu'il fera encore pour la Côte d'Ivoire. Henriette Bédié est d'ici. Et donc, le deuil qui la frappe, c'est notre deuil. Quand on nous appelait pour nous dire des condoléances, on ne comprenait rien. Et quand au final, on a appris que ce dont on nous parlait n'est autre chose qu'une vérité. Lui-même, en son temps, il avait dit que les grandes douleurs vraiment sont muettes. Koukorandoumi reste digne et traduit sa reconnaissance au président de la République. Alassane Ouattara a décrété 2 jours de deuil national au lendemain du décès de celui qu'il appelait affectueusement son aîné et qui inspire à toute la Côte d'Ivoire un profond respect. Autre chose dans l'actualité, le ministre Laurent Tchagba a rencontré ce matin les cadres de son département ministériel. Ils ont parlé du fonds de prévoyance des eaux et forêts. C'était aussi l'occasion de remobiliser ses collaborateurs sur l'intérêt de lutter en synergie contre des phénomènes comme le sillage à façon. Franck Quadio. Palais du district d'Abidjan. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, rencontre les cadres et autres responsables de son département. À l'ordre du jour, la question du prélèvement obligatoire à la solde pour le compte du Fonds de prévoyance des eaux et forêts, dont le mécanisme n'a pas l'assentiment de tous les syndicats. Les syndicats, à un moment donné, ont trouvé que la façon dont l'argent a été prélevé, ils n'ont pas été associés, ils n'ont pas été informés. Donc ça a commencé à créer des mouvements d'incompréhension, de décider de convoquer tous les niveaux de commandement pour pouvoir leur parler, pour qu'on aille à l'apaisement. Ils sont un collectif de 6 syndicats réunis en coalition à avoir appelé au reversement des prélèvements des non-adhérents au fonds. Des syndicats rencontrés par la tutelle le 3 août dernier. Si d'aventure ils ne sont plus d'accord avec les tests réglementaires, ils n'ont simplement qu'à convoquer une autre assemblée générale pour pouvoir modifier les tests, pour modifier les montants. Ce qui est test réglementaire fait force de loi. Je leur demande de suivre cela et faire en sorte que le fonds fonctionne et que le fonds ne soit pas un instrument de division, mais un instrument de rassemblement et de solidarité. Notons que le fonds de prévoyance des eaux et forêts existe depuis le 28 mars 2022. Il concerne 5 300 agents des eaux et forêts appelés à croître à 9 300 d'ici quelques années. La séance du jour s'est aussi appesantie sur d'autres sujets cruciaux tels le sillage à façon. L'objectif est de bénéficier de la confiance des partenaires tels la Banque mondiale qui vient de dégager une enveloppe de 94 milliards de francs CFA dans le cadre de la phase 2 du programme d'investissement forestier. À Tiasalé, les responsables locaux et les militants du RHDP se mobilisent pour les élections locales. Le ministre de la Santé, Pierre Demba, leur a offert du matériel. Il veut faciliter la mission des secrétaires de section. Eugène Atoubé. Le RHDP veut faire fort à Tiasalé, ravir le poste de maire et conserver celui de président de la région de la Niébi-Tiassa, dont fait partie cette localité. Et dans cette perspective, les responsables locaux de ce parti, à leur tête Pierre Demba et Alpha Sanogo, multiplient les rencontres et les actions de terrain, déclinaison de la stratégie du RHDP à Tiasalé. Nous sommes en bonne santé. Moi-même, je veux même qu'on parte aux élections même demain. Ceux qui parlent là, ils vont voir la vérité. L'engin que je viens de recevoir va me permettre d'aller dans les autres villages ou bien dans les villes qui sont autour, qui font partie du département pour pouvoir faire la sensibilisation, surtout la mobilisation.
Ces actions, selon Pierre Demba, seront menées et renforcées dans tous les campements, hameaux, villages et quartiers de Tia-Salé à l'aide de moyens de locomotion. Et pour commencer, ce sont 15 motos de puissance 125 cm3, dont de Pierre Demba que reçoivent les secrétaires de section avec un objectif bien clair. Nous avons reçu les motos de la part de nos autorités dans le but de nous galvaniser sur le terrain, pour sillonner tous les hameaux et enregistrer les militants indécis, les convaincre et les apporter aux militants que le RHDP a initiés. Au niveau du militant, nous avons inscrit 108% de nos objectifs. Donc le parti est animé, les militants sont très actifs sur le terrain. Vu le travail que nous avons abattu, vu notre présence auprès de la population de Tia-Salé, nous pensons que pour nous, le résultat est une certitude. Le RHDP à Tia-Salé présente comme candidat pour les municipales Alpha Sanogo et pour les régionales Ngou Pierre Demba. Les militants sont mobilisés pour leur assurer une éclatante victoire dans leur vote qu'ils promettent massif le 2 septembre prochain. La journée africaine de l'état civil célébrée à Grand-Bassam, un accent particulier est mis sur l'adhésion des populations au nouveau mécanisme de déclaration des faits. Le ministre de l'Intérieur, Wagondo Diomandé, était dans la ville historique pour marquer l'événement. Souleymane Doni Songou, à Boussanougou. Pour commémorer la 6e journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil, l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, s'est appesantir sur l'opportunité d'accroître la couverture nationale. Cela grâce à la numérisation des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil. S'exprimant sur l'importance de cette opération, Ago Koudia Christian, directeur général de l'ONESI, souligne l'intérêt de cette journée commémorative. L'instauration d'une journée africaine de l'état civil dans les États membres de l'Union africaine détermine l'importance et le caractère transversal de l'état civil. L'état civil prend de ce fait une dimension transnationale et mondiale, participant à la bonne gouvernance et créant ainsi des liens de confiance entre les pays. Le thème de la journée africaine de l'état civil de cette année met également en exergue la nécessité d'un engagement politique soutenu par le gouvernement. La mutualisation des initiatives doit pouvoir permettre à chaque pays de bénéficier le mieux possible des mesures qui sont prises pour garantir justement l'identification et la rendre beaucoup plus efficace pour chacun des citoyens des pays membres de l'Union africaine. Il s'agit pour nous, en tant que ministre, de faire en sorte que l'état civil en Côte d'Ivoire soit une référence. Dans le cadre de la modernisation de l'état civil ivoirien, l'ONESI a conçu un logiciel de numérisation qui est expérimenté à travers une phase pilote dans le centre d'état civil de la mairie de Grand-Bassam. En religion, le pèlerinage circuit marial a démarré ce jeudi au sanctuaire d'Abidjan. Cette édition 2023 va sillonner plusieurs édifices religieux de l'Église catholique à l'intérieur du pays. Les chrétiens exhortés à vivre selon les Saintes Écritures. Le reportage de Serge Pacom, Didi Jamak Djadji. Les pèlerins ivoiriens du groupe Jean-Paul Nobou sur les pas de Bernadette Soubirou, une adolescente de 14 ans à qui la Vierge Marie est apparue 18 fois entre février et juillet 1858. Ces rencontres fondent l'histoire de Lourdes. Les pèlerins ont parcouru les rues de Lourdes pour découvrir les lieux qui ont marqué la vie de Bernadette, les années de son enfance au sein d'une famille pauvre, sa vie cachée comme religieuse et sa vie au temps des différentes apparitions. Nous devons toujours écouter la voix de Dieu. Dieu choisit tout le monde. Nous sommes tous appelés à demeurer dans la foi et l'espérance. C'est la prière qui les faisait tenir dans tout ce qu'ils envisageaient. Nous aussi, nous devons avoir la foi dans tout ce qu'on fait et nous aimer les uns les autres, à l'image de Bernadette. Bernadette Soubirou, cette adolescente de 14 ans, ne savait ni lire ni écrire lors des différentes apparitions de la Vierge Marie. C'est dans les petites choses que Dieu se manifeste, parce qu'elle était pauvre et très malade, mais malgré ça, elle priait son Dieu. Et la Vierge Marie l'a choisie. Née le 7 janvier 1844, Bernadette Soubirou a été canonisée le 8 décembre 1933
par le pape Pie XI. Vous l'avez remarqué, c'était plutôt un reportage de Grace Kando à Lourdes sur les traces de Bernadette Soubirous. Et rappelons que cet élément sur le circuit marial vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Rappelons surtout que le président de la République est de retour d'Abuja, au Nigeria. Alassane Ouattara a pris part au sommet extraordinaire de la CEDEAO. Les dirigeants des pays d'Afrique de l'Ouest opposés au coup d'État au Niger se sont réunis pour prendre des décisions. Et ici à Abidjan, le chef de l'État fait le point de cette rencontre avec ses pairs dans la capitale nigériane. On aura évidemment des détails dans nos prochains journaux. Il faut rappeler que le sommet a décidé de réactiver sa force en attente, ce qui laisse entendre que l'option militaire n'est pas encore écartée sur le cas du Niger. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que hier, aujourd'hui et demain sont les 3 jours de l'homme. Dieu le voulant, on se retrouve demain.